C'est la technique d'appuyer sur tous les boutons, ça marche à chaque fois. La plupart du temps, quand je joue aux jeux vidéo, je saurais pas vous dire d'où ils viennent. Est-ce qu'ils ont été faits en Chine, au Japon, en Pologne ou en France? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont vraiment marqués par une culture? Comment est-ce qu'ils traversent les frontières? Et finalement, est-ce qu'on joue tous à la même chose? On connaît tous les grandes franchises américaines dans le jeu vidéo. Il y a un autre pays, un grand pays du jeu vidéo, c'est le Japon. Et justement, je voulais voir avec toi le jeu Gravity Rush 2, qui est un jeu donc sorti en 2017. Et hop, voilà. Ça y est, on les a. Ouais. Là, ça y est, là, on sent directement qu'on est dans quelque chose de très manga, quoi. Ouais. Des personnages au design marqués manga, des grands yeux, des traits assez simples. Il y a un côté un peu film d'animation. Bah complètement là, la technique qui est utilisée pour animer les personnages, c'est de la 3D mais avec un côté très très bande dessinée, très très à plat en fait. Et puis les mouvements ne tombent pas. Ouais. les mouvements des personnages, ça fait un peu penser à du Miyazaki. Les fillettes ou les jeunes filles quand elles courent dans les Miyazaki, elles ont un peu ce type de déplacement. Ouais, je vois complètement, ouais. Et d'ailleurs, dans les Miyazaki, on a souvent des héroïnes. Oui, oui, c'est vrai. Oh oh! Alors ça, typiquement, l'héroïne qui se transforme, ça fait penser au Magical Girl, Sailor Moon, c'est exactement ça. Gigi et autres. Je vais prendre un raccourci. Essaye de ne pas mourir. Ouais, c'est ça. Elle fait des roulés-boulés. Oula. J'ai l'impression que mon bouton bug par moment, je ne saute pas en fait quand j'appuie, il y a des moments. Oui. Bah, t'as entendu que j'appuie sur le bouton? J'ai entendu. Tu sais tout, Chichu. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Et que là, là, on est dans un style visuel qui est très très proche du manga pour le coup. On a des vraies cases de BD avec des bulles. Ça fait un peu penser au visual novel, qui est aussi un style japonais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est? Le visual novel, c'est un genre dont on situe l'émergence dans les années 90. C'est une sorte de jeu dont vous êtes le héros. Ça vient un peu du livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que tout est basé sur la narration. En général, tu as une image fixe, un personnage, une bulle avec le texte. Ouais. Et la bulle défile, on change de personnage, mais tout est très statique, tout est très fixe. C'est du manga mis en jeu vidéo. On est loin des jeux plus occidentaux où il faut tirer, il faut courir, il faut interagir avec le décor, etc. etc. Il y a des titres qui sont très connus, qui sont réputés de visual novel. Alors je pense que les plus connus chez nous, c'est la trilogie qui a été amorcée avec 9 Doors, 9 People et 9 Hours, donc 999, qui est sorti à l'époque sur 3DS. That's right. That guy with the gas mask. Le visual novel, ça s'exporte pas bien en fait. C'est beaucoup de texte, c'est très très bavard. Et du coup, si on veut importer tout ça en Occident, il faut tout traduire. C'est ce qu'on appelle la localisation. Ça coûte très cher. Et du coup, plus ton jeu est bavard, plus tu vas réfléchir vraiment, est-ce que je le traduis ou pas. There are some genres of visual novels. Dating simulations that are, specific to the Japanese market. And I think that, the cultural references in a lot of these games, they take aim at, Japanese daily life. For example, when you think about the dating simulations, they are taken into consideration the communication factor, right? And communication is very, very different, when you compare Japan with the rest of the world. So in the West, usually communication is verbal. It's more direct.
it's more straight into your face. Whereas in Japan, communication is much more nonverbal. It's much more indirect. People are trying to be much more considerate with each other. And I think that, if you try to bring that kind of feeling, that kind of cultural connotation to a Western audience, the vibe, the feeling, the atmosphere is not really easy to catch for a non-Japanese person. Je voulais voir avec toi un jeu un peu particulier qui est un jeu japonais mais qui se passe en Chine où on incarne des héros chinois. Et ce jeu, c'est Dynasty Warrior 8. Ouais, la saga des Dynasty Warriors, c'est un truc un peu hors norme, c'est un peu exceptionnel. Et puis là, en plus, ça se passe dans une période historique qui est très particulière pour la Chine, qui est l'époque de la guerre des Trois Royaumes. Donc ça se passe au IIIe siècle et ça retrace en fait l'unification de l'Empire chinois en 280. Ce qui marche très bien, notamment en Chine, c'est le MOBA. Du coup, c'est un multiplayer battle online arena. Donc, c'est des jeux où tu te bats t'as des hordes d'ennemis qui arrivent régulièrement et comme dans une arène, en fait. C'est du combat d'arène et il faut être le dernier survivant. Qu'est-ce que ça raconte, le fait que les jeux où on est un peu seul contre tous, ça fonctionne aussi bien en Chine? Je pense que ça a à voir avec le dépassement de soi, l'adversité face à la multitude, le courage, la ténacité. Là, on le voit, on sent vraiment le côté vaillant, quoi. Hein, parce que bon, il y a juste une cinquantaine de mecs. Mais c'est quelque chose qui a fini par déborder sur les jeux occidentaux aussi, où ta possibilité de te retrouver face à une multitude d'ennemis. Alors, il y en a jamais autant. Ouais. Parce que là... Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant pour le joueur d'arriver seul à vaincre une multitude d'ennemis, quoi. I think that the Chinese market and the Japanese market have to be viewed as different markets. So MOBAs are very popular in China. MOBAs are very popular in Korea, for example, but they are not really popular here on the Japanese market. MOBA don't have a story. The character definition is not really there. So you can say that, Japanese people want to have more depth in terms of story and in terms of characters, and MOBAs are like more like action games. Most of the Chinese developers are focusing on the Chinese market because it's the one that they know best. There's still room to grow, etc., etc. But I think that once the Chinese market is saturated, I think that all of these developers will try to export their content or develop content for the Western markets. I personally think that China will win the entire gaming market in the future. C'est assez particulier quand même d'entendre un jeu qui est censé se dérouler en Chine avec des doublages japonais. Il y a quelque chose d'assez perturbant. Et est-ce que tu as des anecdotes de gros ratages de localisation? Dynasty Warrior, par exemple, a été doublé en français au moins jusqu'au 3. Je le sais parce que ça fait partie des vidéos que je montre aux développeurs pour leur montrer si on n'a pas assez de support du côté de la localisation et quoi est-ce qu'on finit. Très bien, d'accord. J'accepte la position de commandant en chef. C'est terrible. Je jure d'éliminer ce traître de Dong Zhuo. On a aussi toute la problématique des accents. Et les accents racontent plein de choses. Et nous, en France, on ne peut pas utiliser les accents. Il y a bien un jeu qui a essayé, ça s'appelait Binary Domain, dont le trailer est resté dans les annales. On lui a accordé une carte de résident il y a 30 ans sous le nom de Dominique Berry. Et en fait, c'est tout simplement parce que en anglais, ce personnage-là avait un accent et du coup, on a demandé à ce qu'en français, il y ait un accent. Vous voyez, il semblerait que les simulacres soient persuadés d'être humains. On a vu deux jeux, un qui était très marqué par la culture japonaise et l'autre par la culture chinoise. Là, j'aimerais te montrer un dernier jeu qui est Orion, l'héritage des Coréodades, qui est un jeu camerounais et c'est un RPG. C'est très très joli. On retrouve ce côté, je trouve, un peu lent et
contemplative, beaucoup de textes, comme on pouvait l'avoir dans Gravity Rush. Hein. Kiro Games, ils se sont revendiqués des Kiro Tales, qui sont des contes et légendes africaines qui sont partagées à travers le continent. La fantaisie africaine, donc l'African Fantasy, comme ça s'appelle, qui est du RPG à l'africaine. Qu'est-ce qui va changer dans la quête par rapport à un RPG japonais ou américain ? Alors souvent, dans les autres RPG, tu incarnes un héros qui doit se battre contre un méchant, contre une menace extérieure, etc. Ici, dans Orion, il s'agit plus d'une quête intérieure, de se retrouver, de se connecter, de se découvrir pour pouvoir assumer les responsabilités de roi auxquelles il est destiné. C'est un jeu où il n'y a pas de bien contre le mal, il n'y a pas de méchant en tant que tel. On a une sorte de mosaïque comme ça, de géopolitique, et c'est un peu ça que l'African Fantasy utilise beaucoup. Le jeu interroge beaucoup sur les conflits en remettant tout le monde, en disant en fait tout le monde a raison dans son angle de vue du monde, mais qu'est-ce que l'humanité essaye de devenir? Il faut savoir qu'on a un gros avantage en Afrique, c'est qu'on n'a pas eu de culture unifiée. C'est-à-dire, si à un moment en Europe, vous avez eu le christianisme qui a unifié beaucoup de choses, en Afrique, on n'a pas eu ça. Donc, en réalité, au niveau des tribus, des cultures, c'est extrêmement riche. Donc, on s'est beaucoup inspiré des Maasai qu'on a un peu customisés. Et il y a aussi des éléments comme certains meurtres et coups d'état clés en Afrique. Quelqu'un qui lira le jeu va les retrouver de façon imagée. Notamment la mort de Thomas Sankara qu'on a remis en scène via un autre personnage qui d'ailleurs est blanc en plus, juste pour montrer à quel point c'est pas une question de couleur, mais c'est un problème de l'humanité de façon générale. Il y a de plus en plus de jeunes qui osent, qui sortent des petits jeux. L'Afrique a la population la plus jeune du monde, c'est-à-dire on est 60% à avoir moins de 30 ans. Donc ce qui fait qu'en fait, s'il y a bien une population sur laquelle le jeu vidéo peut prendre, c'est celle-là. On imagine le jeu vidéo comme quelque chose de très globalisé. Est-ce que finalement, c'est pas les apports culturels locaux et régionaux qui font la richesse des jeux vidéo ? Si, complètement. Mais je pense qu'on a tous les gros blockbusters qui génèrent énormément d'argent, beaucoup de visibilité, etc. Mais depuis quelques années, on a aussi le marché indé qui a complètement explosé, qui a gagné en renommée. Et un jeu comme Orion, par exemple, participe de la scène indé. Et je pense que ce qui donne aussi tout l'intérêt de la scène indé, c'est ce fait qu'elle peut aller chercher des éléments dans différentes cultures, dans différents endroits, loin des gros studios et des gros blockbusters.